Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI OVI, mais passons dès à présent à un sommaire détaillé de cette nouvelle édition. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Note, c'est Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens, et Jean-Louis Lagneau, directeur de la revue LDLN ou Lumière dans la nuit, qui y répondent. Vous retrouverez Gilles Durand, secrétaire général de l'association du Sceau, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, dans la rubrique Brouillage. Rémi Fauchereau de la EPA du Sceau et également reporter ODH TV du département de l'Yonne répond à la question de cette édition. Nous passerons par la suite à l'agenda de l'émission Zone Parallèle sur la radio FM CJMD 96.9 Lévis, Québec, avec Jenny T, administratrice d'ODH TV, et Rémi Fauchereau. Dans la deuxième partie de cette édition, Actu OVNI ou Actu OVI dans l'histoire, Gilles Durand vous parlera d'un cas de méprise. Puis nous terminerons par la troisième partie de cette édition, le dossier, le quatrième épisode de la série Culture OVNI ou ufologie populaire ou ufologie pop, consacré aux jouets et gâteaux et bonbons en rapport avec l'ufologie. Question de Michael Blanchet. Quels sont tes projets futurs en ufologie ? Continuer à recueillir des cas, si j'en ai. Et puis, ce qui serait intéressant à faire une bonne fois pour toutes, depuis le temps que je le dis, c'est de faire de la statistique à partir des cas que j'ai à ma disposition. C'est en gros les deux projets les plus importants de la EPA. Et puis à côté, en annexe, faire des veillées. Et puis c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'on a. On peut toujours tomber sur des canulars. Ouais. Plein. Ça aussi, il faudrait, pour les futurs ufologues... Ouais. Et c'est justement pour ça qu'il faut qu'ils fassent des enquêtes avec des enquêteurs aguerris. Parce qu'au bout d'un moment, t'as cet instinct, c'est un peu comme le flic qui fait sa première enquête, il se trompe. Sa deuxième, il commence à comprendre comment que ça fonctionne. Et au bout d'un certain nombre d'années, ou comme un pompier qui arrive sur un incendie, d'instinct, il sait comment que ça va partir, ou comment que ça va partir en live. Ou est-ce qu'il va pouvoir le contrôler rapidement. L'enquêteur, c'est pareil. Quand tu arrives, tu es face au témoin, tu arrives à ressentir s'il commence à te balader ou si les émotions qu'il a, c'est des vraies émotions. Et ça, c'est important. Ce qui prouve encore une fois de plus que l'enquête de terrain est vachement importante. On n'enquête pas derrière un ordinateur. C'est ça. Les chasses infernales. Oh, mais ça fait partie des légendes, tout ça. Ouais, mais ils assimilent à OVNI. Ah bah oui, bien sûr, on peut assimiler n'importe quoi. Mais je crois que j'ai déjà discuté de ça. J'en ai déjà parlé à une question que tu m'avais posée il y a quelques années. C'était la lettre de la crédulité, de la Motte Levaillé. Et en fait, dans la lettre de la crédulité, la Motte Levaillé parle d'une aurore boréale qu'il voit dans les années 1600, ou peut-être même fin des années 1500, je ne sais plus exactement. Toujours est-il que la lettre, il l'a écrite au XVIIe siècle, et dans cette lettre, il dit « J'ai bien vu les draperies communes que l'on voit dans de tels cas, sauf que d'autres personnes ailleurs, dans d'autres villes et dans la ville où je me trouvais, ont vu des armées célestes. » Voilà. Mais déjà, à ce moment-là, les gens ne voyaient autre chose que la réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, était-il influencé par des gens sur place qui étaient peut-être des religieux, qui étaient bien contents que les gens aient peur de ce qui se passait dans le ciel pour pouvoir, si tu veux, mieux
comme disent les Belges, mieux les driller, c'est-à-dire mieux les canaliser et les emmener vers la porte de l'église ou du temple pour dire allez prier pour que les foudres ne nous tournent pas sur la tête. C'était un peu ça. Alors, au cours d'enquête, on ne dit pas aux jeunes enquêteurs qui contacter pour vérification. Finalement, ils sont un peu laissés à l'abandon, les jeunes enquêteurs. Comme par exemple, toi, tu as la chance de pouvoir contacter une tour de contrôle. D'autres peuvent pas avoir cette chance. Alors, est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on s'occupe beaucoup plus des jeunes enquêteurs au lieu de les laisser en liberté sans qu'ils sachent? Ce sont des enquêteurs sérieux. Parce que, évidemment, si c'est un enquêteur qui n'est pas sérieux, on ne va pas lui donner accès à la tour de contrôle. Ou au rapport de gendarmerie, ou à un contact avec les gendarmes. Tous ces gens-là qui sont dans l'aéronautique, dans la gendarmerie, dans la police, etc. Ils veulent du sérieux. Alors il faut que les gens soient au départ sérieux. Il faut que ce soit des enquêteurs sérieux qui, pas chevronnés, parce qu'au départ on n'est pas jamais chevronné, mais qui se dirigent vers de l'enquête de haut niveau. Je tiens à rappeler que les émissions Zone Parallèle ne traitent pas que d'ufologie, mais aussi de phénomènes paranormaux, des faits insolites et étranges, des conspirations et de cryptozoologie. C'est une émission québécoise qui est diffusée les samedis de midi à 14h, soit en heure française de 18h à 20h. N'oubliez pas également la petite dernière, Zone Insolite, diffusée juste après de 14h à 16h au Québec, donc de 20h à 22h pour la France. Cette émission est animée par plusieurs animateurs défilant les uns après les autres au cours des mois à venir. Alors, tu es intervenu 2 fois à l'émission de Carole Lauzé sur la radio CJMD 96.9 Lévis, l'émission Zone Parallèle. Alors déjà, quel souvenir en gardes-tu et que penses-tu de cette émission? Mais j'ai encore de très bons souvenirs, parce que m'a permis de m'exprimer pendant longtemps, de dire tout ce que je voulais dire, on m'a posé des questions pertinentes, j'ai pu parler, j'ai pu me faire connaître, donc j'ai pu faire connaître mon travail au-delà des frontières, au Québec. Donc j'étais très heureux de pouvoir par 2 fois m'exprimer sur cette radio-là. Et puis, ce que j'en retiens de cette émission, c'est qu'elle est très utile. Elle est ouverte non seulement aux gens du Québec, mais elle s'internationalise. Donc, c'est très bien de faire connaître le travail. Bon, il y a un axe Québec-France qui nous lie de par l'histoire, donc l'histoire tout court. Pas seulement l'histoire de l'ufologie, mais là, dans le domaine de l'ufologie, c'est très bien qu'il y ait le même axe au niveau de l'histoire ufologique que l'histoire historique. Donc, j'ai bien aimé cette ufologie par-delà les frontières, avec nos cousins, si on peut dire. Passons dès à présent à l'actualité ODH dans le monde, autant dire l'actu OVI dans l'histoire. OVI pour objet volant identifié, autant dire les méprises. Je laisse Gilles Durand vous ouvrir une fois de plus son Histocat. Alors j'ai eu un autre cas très intéressant qui a été dénoncé dès sa parution, dès le numéro suivant à la parution, le numéro dans lequel il était paru, en fait, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pareil, c'est au 19e siècle. En Inde, tu as plusieurs témoins qui observent un météore, eux ils parlent de météore, en forme de croissant, qui se déplace à très grande vitesse dans le ciel. Donc croissant, avec une partie sombre à l'arrière. Ce qui fait qu'en fait c'est un cercle avec un croissant et une partie sombre. Il y a même un dessin. Et dans le numéro suivant, c'est Nature, je crois,
Nature avait une partie où il publiait tous les météores qui avaient été observés, tous les bolides, tout. Ça, Ça, c'était génial. Dans tous les numéros. Hein. Et là, dans le numéro suivant, il y a quelqu'un qui dit « Je doute un peu de la chose, je pense que, vu ce que vous avez observé, je suis allé voir les éphémérides, c'est la Lune. Méprise Lune. En fait, c'était le truc classique. Tu avais la Lune, avec donc le croissant et ce qu'on appelle la lumière cendrée, derrière, et les nuages qui défilaient, devant, à toute allure. Et voilà. Et pour les gens, dans leur tête, ils reconstruisent le truc, c'est le phénomène lumineux qui se déplace, et pas les nuages. Voilà. Ça, c'est un OVNI qui a été dénoncé tout de suite. Ça s'est passé en quelle année? 1870 par là. D'accord. Passons dès à présent à la troisième partie de cette édition, le dossier. Après vous avoir parlé de nombreuses choses en rapport avec la culture OVNI ou l'ufologie populaire, les films de science-fiction, les films d'horreur, l'art, qu'est-ce qui pourrait manquer? Alors, Mister Proham, un avis sur la question? Effectivement, nous sommes en temps de fête, comme diraient nos amis québécois, et il y a autant de jouets, de goodies en rapport avec l'ufologie populaire qu'il n'y a de films, si ce n'est beaucoup plus. C'est bon, t'as tous les gens de moi, je peux partir. Bref, dans cette nouvelle édition de Matin OVNI OVI, et dans ce nouveau dossier, finalement, nous allons nous intéresser à ça avec les interventions de nombreuses personnes, telles que Bruno Botta, qui est un grand collectionneur et un ufophile. Période de fête exige de vous parler des différents jouets, posters, goodies en rapport avec l'ufologie, les aliens, les soucoupes volantes, etc. Alors en fait, je vais vous présenter des jouets qui sont sortis en 1997, qui représentent en fait des ufonautes de cas célèbres. Donc je vais vous faire une présentation des figurines. Donc la première figurine, on retrouve le fameux alien de Roswell, que tout le monde connaît. Voilà, donc là je vous montre. Là sur le devant, vous avez une version de l'alien de Roswell, mais un peu plus petit. C'est un petit peu une autre version un peu moins connue. Là, on a les vaisseaux type cigare, que les fans d'ufologie connaissent bien. Triangle, que tout le monde connaît aussi, en jouet. Voilà, je le montre bien. Le triangle, est-ce qu'il a un cockpit? Est-ce qu'on voit un truc dessus? Oui, oui. Oui, il a un cockpit. Moi, j'ai un témoin qui a dit qu'il avait vu un cockpit dessus. Alors que là, c'est assez ressemblant, finalement. Voilà. Donc par contre, non, il n'y a pas... Non, en dessous, il n'y a pas les spots. Il n'y a pas les spots. Lumières, Non, non. spots. Voilà, il existe aussi les fameux hybrides, par rapport aux adductions. Voilà, là vous avez aussi une figurine. Toujours la même période, 97. Donc Qui deviennent des hybrides après. Oui, tout à fait. Les croisements d'humains avec des aliens, justement. Donc au début, ils sont pas très réussis. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont un peu... oui, tout à fait. Pas très bonne mine, hein, ils sont tout un peu fait, gris. Ils ont des petits cheveux un peu rabougris. Oui. Les robots. Les robots, ça c'est des cas un peu moins connus. Alors je trouve que celui qui est le robot, là, il fait vraiment penser à l'humanoïde de Pascagoula. Oui, tout à fait. La rencontre de Pascagoula. Tout à fait. Avec les petits trucs sur les côtés, là, mais sauf que sur Pascagoula, il avait un nez pointu. Oui, c'est ça, il y avait des là, pointus. il n'a pas. Mais c'était plissé, ça ressemble à En fait, ce cas-là, ils appellent ça le robot alien. Ce cas-là, il est hyper connu dans l'ufologie. D'accord. Il y a eu pas mal de cas comme ça. Ouais. Et il y a eu d'autres aussi observations. Il y avait le fameux cas brésilien. Virginia. Tout à fait, qui est très connu. Alors en fait, là, il y a une petite erreur sur la figurine. Ouais. Extraterrestre de Virginie. Voilà. Tout à fait. Et en fait, sur le packaging, ils se sont trompés. C'est clair, Chupacabra, Ça c'est peut-être sur le même correspond pas à ça. continent, mais c'est pas pareil.
Et vous avez aussi les nordiques, les fameux nordiques. Voilà, en figurine. Et alors, parle-moi un peu des Nordiques, ça correspond à quel cas? Est-ce que c'est... Alors ce cas-là, en fait, c'est le cas de George Adamski. D'accord, c'est le Nordique d'Adamski. Tout à fait. C'est le pote extraterrestre de Adamski. Oui, sa fameuse description. Donc là, vous avez une figurine qui correspond à son observation. Mais il y a eu beaucoup de cas comme ça. Je remarque qu'il a des cheveux longs. Oui, tout à fait. Très actuel. Oui, c'est l'univers de l'ufologie, c'est quand même assez fascinant. Il y a une diversité d'ufonautes. Moi, j'appelle ça les ufonautes. J'aime pas le terme extraterrestre, parce qu'il n'y a pas que des extraterrestres. Il y a des intraterrestres, des extradimensionnels, il y a un peu de tout. Donc, je vais utiliser ce terme-là, ufonaute, je préfère. Et là, vous avez aussi un petit gadget, un petit alien, bonbon en fait. Et j'ai un petit détail avec ce gadget, c'est que je l'ai trouvé avec Anne sur une autoroute, le retour de l'année dernière de notre voyage de Rennes-les-Bains. Et cette année, je suis revenu l'offrir à Gilles parce qu'il méritait, parce que c'est un beau boulot ce qu'il fait. Merci. Et voilà, je me dis c'est une petite. Donc ça vous montre en fait la diversité par rapport aux produits dérivés liés à l'ufologie. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui sont sorties et il y en a d'autres que je vous présenterai une autre fois. Et donc cette collection date de 1997. Et ils avaient sorti tous les années. Bon, par contre là il manque 2 figurines. Il y a les reptiliens qui sont sortis et les fameux Men in Black, les hommes en noir. Et ça complète en fait par rapport à des cas célèbres dans l'ufologie. Donc là on a vraiment tout. Et je pense que les amateurs ils vont reconnaître tous ces ufonautes. Ou extraterrestres après. N'oubliez pas également que beaucoup d'ufologues sont aussi ufophiles ou ufogeeks. C'est-à-dire qu'ils collectionnent bon nombre de choses concernant l'ufologie, comme des posters, des figurines, des bonbons, des cartes postales, des films en tout genre. Des statues, des poupées extraterrestres, des pochettes d'albums de films. J'ai des vieux films des années 50. T'as aussi des tableaux? Oui, j'ai des tableaux en haut. Oui, j'ai 2 tableaux. Ça, c'est 2 êtres qui existent pour de vrai, évidemment. Là. On ne voit pas le premier, on voit juste le deuxième qui est là, évidemment, mais non. Ouais, fait que je collectionne beaucoup de trucs. Chez toi, tu as d'autres jouets en relation avec l'ufologie? En fait, moi je collectionne tout ce qui est lié à l'ufologie. Donc je collectionne les bouquins, bien sûr, mais aussi les figurines, les bustes liés à l'ufologie. Mais j'ai d'autres objets aussi qui sont liés à tout ça. Comme quoi? J'ai un buste de Roswell, j'ai une tirelire aussi, tirée d'un alien aussi de la vague de 70. J'ai pas mal de trucs un peu du monde entier. Sympa, j'ai de la deuil, j'ai beaucoup de bonnes choses liées à tout ça, à cet univers fascinant. J'ai toujours mes soucoupes volantes Lego que j'avais construites. Alors moi j'ai des tas de jeux soucoupes volantes qui viennent entre autres des Kinder, ainsi que des astronautes d'espace, des cosmonautes, je ne sais pas comment les appeler, parce qu'ils ne représentent pas un pays, parce que c'est que astronautes, cosmonautes et spationautes, et taïkonautes, c'est en fonction des pays qui les envoient. Là, on ne sait pas. Mais ce sont des personnages qui sont en fait habillés comme on les voyait en rétrofuturisme. Comme on les voyait avant qu'on envoie les hommes dans l'espace. Tu vois, avec des trucs, avec des boudins au coude, avec des engins bizarres, des casques étranges, avec des antennes partout. Enfin bon, voilà. J'en ai plusieurs, j'en ai toute une collection. Celui qui a la plus grande collection que je connais, c'est Raoul. Raoul Robé. Oui, j'ai une petite soucoupe volante, celle qui représente la soucoupe des années 60 là, qui appartenait aux Allemands. Ouais. Ben, c'est ça. J'ai une réplique de ça qui se vendait plus. D'ailleurs, ça a été retiré des tablettes parce que les Allemands ne voulaient plus que ça soit... mais je pense que c'est revenu. Mais sinon, des petites figurines qui éclairent
qui fait une petite lampe de chevet en même temps, si on veut, ou une petite lumière d'appoint. Et j'ai une petite trouvaille aussi, un truc sympa aussi, qui est dans les produits dérivés liés aux extraterrestres et aux ovnis. J'ai un alien comme ça, tout noir, un produit japonais, en fabrication japonaise, assez récente, qui est très 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 sympa aussi. Un beau petit produit dérivé qu'on aime bien avoir dans sa collection pour tous les passionnés d'ufologie. C'est ça. En chinois, c'est ça. C'est Laurent qui l'a fait en... Là, c'est joli. Là. Ah, toi, ça y est, c'est parti. Laurent l'a fait avec une imprimante 3D. Ah, bien, ouais. C'est entièrement en imprimante 3D, ça. C'est chouette, là, on dirait qu'il est vert, le logo. À la vidéo, ouais, il est vert. Ouais, est-ce que tu les déballes ou est-ce que tu les laisses emballer comme ça? Est-ce que tu joues avec en fait? Alors, ceux que j'ai eus, je les ai déballés. Voilà, je voulais faire des scènes et tout. Et ceux-là, je les ai trouvés au Symposium ufologique de Rennes-les-Bains. En fait, ces figurines-là, elles ont vraiment une signification parce qu'elles appartiennent à Bruno Bousquet, l'ufologue Bruno Bousquet. Donc en fait, je me suis dit, vu que par rapport à ODH TV, on a une partie culture, je vais présenter ces figurines qui sont sorties en 97. Et qu'elles sont bien réalisées, en plus fidèles vraiment au témoignage. Voilà. Ouais, donc là, tu vas les laisser comme ça oui, elles sont bien préservées. Voilà, je les laisse dans les blisters d'origine. Ça a plus de valeur quand c'est dans le blister d'origine. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a énormément de produits qui ont été faits en plus. D'autres choses, il y a eu des masques aussi de carnaval. Je sais que Gilles apprécie beaucoup le carnaval. Et non, il y a beaucoup de choses. Hein. Ça fait partie aussi des dérivés de l'ufologie. Au cours du salon de science-fiction d'Auxerre Galactic Day 2021, j'ai pu voir de nombreuses toupies, comme des soucoupes volantes, des jouets, des petites figurines d'aliens, etc. Est-ce que tu collectionnes aussi les toupies? Je collectionne pas les toupies, je collectionne tout ce qui est engin métallique, lié aux soucoupes volantes. Parce que les toupies... Oui, ça peut... mais ça, non, ça je fais pas spécialement. Des petites soucoupes? J'ai des petites soucoupes, j'étais abonné à Factor X, et la revue Factor X, il y avait une grande soucoupe qui était... qu'il fallait en fait acheter plusieurs numéros pour avoir cette fameuse soucoupe. Je pense que Gilles, il doit s'en souvenir parfaitement. Moi je l'ai eu, parce que j'ai été abonné à toute la revue, j'ai tous les fascicules complets. Et dans l'ufologie, il existe beaucoup de produits dérivés, énormément. Et là, ça prouve que là, dans l'ufologie, il y a de quoi faire, en diversité. Et actuellement, ta collection, ça se monte à peu près à combien de jouets, tu pourrais dire? J'ai beaucoup de bouquins en fait liés à l'ufologie, mais j'ai pas mal de figurines aussi. Figurines, bustes, masques liés à ça. Et moi j'adore, à la base j'ai une âme de collectionneur, donc tout ce qui se rapporte à l'ufologie, à l'étrange, au paranormal. J'ai même des créatures liées à la cryptozoologie. Le Yeti, le monstre de Loch Ness, j'ai même des Dogman. J'ai pas mal de choses liées à l'univers du paranormal. Je peux comprendre que le Sceau prenait aussi des... comme je vois au-dessus, Gilles on a partagé de nombreuses fois l'ufologie populaire. C'est-à-dire les jouets, les gâteaux, les peintures. Ah oui, de toute façon, dès l'instant que l'on porte sur l'ufologie un regard qui est en partie tout de même sociologique, pas totalement, en partie quand même, c'est vrai que tous les objets, comestibles ou pas, tous les objets qui prennent une apparence de soucoupe, ça fait partie, disons, sociologiquement de la croyance aux ovnis. Ça y participe. C'est un aspect bien secondaire, mais un peu amusant peut-être, mais c'est le principe du Sceau, et là je suis donc d'accord avec Gilles, que le Sceau s'occupe de tout ce qui tourne autour des ovnis, pas seulement donc l'étude des ovnis eux-mêmes, des observations, des enquêtes auprès des témoins, bien sûr, mais le Sceau a un but bien plus large, c'est d'englober tout ce qui est, disons,
sociologique dans toute l'influence que les ovnis ont eue sur justement peut-être en l'occurrence la forme d'un gâteau ou autre chose. Tout ce qui de près ou de loin utilise le mot ovni ou des mots approchants ou qui mettent en scène des extraterrestres, etc. Mais tout ça contribue à entretenir la croyance aux ovnis. Et donc c'est un... Puis, non, parce qu'effectivement, comme notre public visé, c'est notamment les sociologues et psychologues, donc tous les aspects dérivés de l'ufologie, disons, oui, effectivement, un gâteau qui est en forme de soucoupe avec un petit extraterrestre en masse-pain, ça intéresse ça aussi. Où il y avait un gâteau en forme de soucoupe volante. Peux-tu nous en parler ? Oui, je me rappelle, oui. C'était un gâteau, donc Christophe, notre ami Christophe, c'est sa femme qui avait fait ça, qui avait fait le gâteau. Elle avait fait en forme de soucoupe volante, de couleur grise, je crois, et elle avait mis AEPA, SO et ODHTV dessus. Hein, les trois sigles de nos associations. Et puis elle nous avait apporté ça le soir où on faisait notre veillée. Et on l'avait mangé de bon cœur. J'en voulais une grosse part, évidemment. En tant que président, j'en voulais une grosse part. Ah, ça a été assez épique, oui. C'était bien. Mais est-ce que tu as eu à manger d'autres gâteaux ou des bonbons en forme de soucoupe volante d'extraterrestres dans les années 80, quand j'ai repris l'ufologie avec la SOBEPS, il y avait encore la SOBEPS qui existait. Ma mère m'avait ramené du marché un gâteau en forme de soucoupe volante pour mon anniversaire. Je ne sais plus quel âge j'avais. Je ne sais plus quel anniversaire c'était. Mais elle m'avait ramené un gâteau en forme de soucoupe volante. Voilà. Qu'elle avait fait faire par le pâtissier de Joigny. Voilà. Elle y avait déjà pensé à ça. Et dedans, moi, j'ai aussi des bonbons soucoupe volante que j'ai laissé sécher. C'est comme des Haribo, mais c'était des marques qui vendaient en gros et qui ne vendaient que chez ce que je veux dire, les petits épiciers qui ouvrent la nuit, quoi. Et donc celui qui est toujours là, qui est à côté de chez moi, dans les années donc début des années 2000, donc fin des années 90, il s'est mis à avoir des soucoupes volantes. Alors vraiment une belle soucoupe, une soucoupe avec trois boules dessous, une coupole dessus. Et en fait, je ne les ai pas toutes parce que les couleurs étaient toujours différentes. Les boules d'un côté, d'une couleur, l'anneau d'une autre couleur, la coupole d'une autre couleur, puis ça s'inversait, puis ça se mélangeait. Elles se ressemblaient toutes les soucoupes, mais elles étaient toutes de couleurs différentes. C'était assez marrant. J'en ai mangé pas mal, mais j'en ai gardé quelques-unes. Quand même. Celui-là, là. Voilà, la petite soucoupe. Ah oui, bien sûr, ben oui, ça. Et ça justement parce que ce genre de... Si vous trouvez l'endroit... Oui, c'est que les archives prennent aussi des objets, pas seulement des livres et des revues, parce qu'effectivement, ça, c'est à conserver, évidemment, c'est à conserver. C'est pas de l'ovni, mais c'est une chose qui dérive de la croyance aux ovnis, sans être la croyance elle-même, parce que beaucoup de gens doivent prendre ça en rigolant, bien sûr, mais... C'est le petit côté... oui, non, c'est le saut, tout ce qui touche de près ou de loin aux ovnis, aux extraterrestres. Moi, par exemple, dans les revues scientifiques que je parcours à Beaubourg ou à la Villette, il y a de temps en temps des articles tout à fait indépendants d'ufologie, évidemment, mais qui parlent des recherches de vie extraterrestre. Ça, je photocopie aussi pour le Sceau, parce que comme ovnis extraterrestres ont été liés à tort ou à raison, ça, c'est pas au Sceau de se prononcer, comme je disais tout à l'heure, mais dès l'instant que les ovnis ont été associés aux extraterrestres, les articles qui parlent d'extraterrestres doivent également être sauvegardés par le Sceau.
de sorte qu'on balaye tout l'éventail des possibilités au saut. Hein. Et donc, dès l'instant qu'il y a eu une connexion ovni extraterrestre, des articles même très sérieux, des articles de revues scientifiques sur la recherche extraterrestre, je le prends pour le saut aussi. Comme ça, les gens qui voudront étudier tout ça, ils auront tout, quoi. Ils auront tout, depuis les trucs les plus farfelus jusqu'aux trucs les plus sérieux. Le saut n'hésite pas, il sauvegarde tout. Et puis après, à l'avenir, les astronomes, les physiciens, les sociologues, les psychologues, ils feront le tri. Ce sera eux de faire le tri. Nous, on ne prétend pas avoir la compétence pour le faire. Hein. On leur apporte. On leur apporte une matière. Évidemment, le saut, il sauvegarde des documents, des livres. C'est plus facile peut-être à ranger, à inventorier, à répertorier, à mettre dans des cartons. Et c'est sûr qu'il devrait aussi le sauvegarder. Ou alors soit on trouve un moyen quelconque, comme l'idée de Thierry Rocher, pour en faire un musée. Et puis on les dépose dans un musée. Mais alors, qu'est-ce que va devenir le musée à long terme, etc. Est-ce qu'il pourra rester des années, tandis que s'ils sont sauvegardés par le sceau, au même titre que les documents historiques, etc., sur l'ufologie, ça peut rester ad vitam, ce sera gardé plus longtemps. Mais où est-ce qu'on va entreposer tout ça? Aux archives, chez Bruno. Oui, chez Bruno, ou alors il y avait la maison d'ailleurs, mais je ne sais pas si elle accepte encore des objets comme ça, parce qu'elle en a beaucoup, la maison d'ailleurs, à Yverdon, là-bas. Beaucoup de babioles comme ça, de trucs extraterrestres, de personnages extraterrestres, de soucoupes volantes, de vaisseaux, tout ça. Ils ont tout ça, ils n'ont pas que des livres, ils n'ont pas que des documents, ils ont beaucoup de figurines. Donc le phénomène ovni est présent partout dans notre culture. Exactement. Donc logiquement, les bibliothèques, les médiathèques devraient prendre les soucoupes. Aussi, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais voilà. Ça fait partie de la culture populaire. Exactement. Alors, si maintenant on prend plus là-dedans la culture populaire, enfin le problème c'est que les objets par exemple, c'est compliqué. Tu vois. C'est pour ça qu'on essaye de trouver des débouchés. Il y en avait un qui existait, qui était vachement bien, c'était comment ça s'appelle, les ATP, Art et Tradition Populaire. C'était ici en Ile-de-France, et c'est devenu le MUSEM, aujourd'hui ça s'appelle le MUSEM, et ça n'a plus rien à voir avec les ATP. Les ATP, ils collectionnaient, ils récupéraient toutes les collections d'art populaire, les jeux de cartes, tout ce qui était de l'art populaire. Maintenant, il y a un truc, comment il s'appelle, Di Rosa, je ne sais pas si tu sais qui c'est, ce mec, c'est à Sète. Il a un musée, mais c'est un musée privé, justement de ce genre de choses, qui n'a pas de valeur, tu vois. Des arts sans valeur, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et je pense que tous les objets ufologiques pourraient très bien aller là-dedans. L'ufologie pop est-elle beaucoup plus présente aux États-Unis ou en France ? Ça dépend. En France, elle est présente aussi, mais plus aux États-Unis, oui, je pense, largement. Parce qu'aux États-Unis, vous allez dans un supermarché, vous avez une effigie de soucoupe volante, ou n'importe où vous pouvez trouver ça. Qu'en France, faut vraiment tomber dessus. Je tiens à vous signaler que cet épisode aura une suite avec l'intervention d'autres ufologues et ufophiles qui vous montreront leur collection de jouets et bonbons en rapport avec l'ufologie. Nous arrivons déjà à la fin de cette nouvelle édition de Matin OVNI OVI, décembre 2021. Je tiens à remercier toutes les personnes qui y sont intervenues dans les différents sujets. Je tiens également à remercier FTS pour la caméra, mais aussi Jenny d'avoir vérifié s'il n'y avait aucun bug dans cette nouvelle vidéo. Et bien sûr de surveiller aussi les commentaires que vous nous envoyez. D'ailleurs en parlant de ça, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, mais pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires acerbes, néfastes et les trolls, éjection. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes éditions de Matin OVNI dans le monde ou Matin OVNI OVI,
N'hésitez pas à cliquer sur les playlists affichées en dessous de cette vidéo. Il y a d'ailleurs de nombreux liens, comme à chaque fois. Il y a aussi des sources et bien d'autres choses à découvrir. Je tiens à vous remercier, vous autres, ODH Note, d'avoir suivi ODH TV en 2021 pour sa 15e année. Il y a eu de nombreuses vidéos, de nombreux matins OVNI, quelques JT OVNI en France, il y en aura beaucoup plus en 2022, les OVI les méprises, les vidéos des mémoires de l'ufologie francophone, mais également IFO et IFO la veillée d'après sur la chaîne YouTube ODH TV Archive. Il y a eu la diffusion de capsules temporelles, et ça va continuer en 2022. Car il y a de nombreuses vidéos qui datent, qui n'ont pas encore été diffusées sur les différents comptes d'ODH TV. Je remercie également ceux qui ont suivi nos petits vlogs sur le compte Instagram d'ODH TV. Et bien sûr, toutes les personnes que nous avons croisées au 2e symposium ufologique de Rennes-les-Bains, à l'Auxerre Galactic Day, mais également à Pérol, au premier festival du court-métrage ufologique. Je remercie finalement tout le monde, toute personne que j'ai croisée ou autre, et tous ceux qui ont regardé ou qui ont cliqué sur une vidéo d'ODH TV, qui l'ont vu peut-être que quelques minutes, ou voire plus. Merci à vous toutes et tous. Je vous donne donc rendez-vous en 2022 pour poursuivre les éditions de Matin OVNI OVI, consacrées à l'ufologie populaire, mais également aux spéculations OVI et OVNI, et aussi sur la suite de la prépondérance et des hypothèses dans le milieu. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et à très bientôt sur ODH TV 2. Au revoir.